Le temps est écoulé. Le mémorandum entre les États-Unis et l'Iran a expiré sans qu'aucun accord ne soit trouvé pour mettre fin à la guerre. Quelle surprise! Jared Kushner rencontre des délégués du Hamas en Égypte, tandis que des soldats israéliens sur le front de Gaza affirment que les terroristes exploitent les règles d'engagement et mettent à l'épreuve le cessez-le-feu. Sommes-nous en train d'ignorer à nouveau les signes avant-coureurs d'un autre 7 octobre? Et bonne nouvelle, la flottille à destination de Gaza a rencontré un nouvel obstacle, littéralement. Bienvenue à tous, ici sur le plateau du Quad, dans nos studios de Jérusalem, avec mon merveilleux panel. Et aujourd'hui, nous discutons de sujets assez sérieux. 60 jours, qui l'aurait cru? Pour être honnête, je ne me souviens même plus quand le compte à rebours a commencé, quand il s'est arrêté, s'il a recommencé il y a 2 semaines ou 1 semaine, ou s'il recommence encore. Le fait est que ce compte à rebours arrive à son terme aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce vraiment une bonne chose que Donald Trump joue la montre et étrangle économiquement la République islamique? Les gens font vraiment face à des pénuries, des difficultés, et peut-être qu'ils ne pourront bientôt plus payer leurs soldats. Ou bien est-ce eux qui essaient de gagner du temps à cause du détroit d'Ormuz? Donald Trump attend-il simplement les élections de mi-mandat? C'est ce que je ressens. Et que va-t-il se passer après? Émilie, que se passe-t-il avec l'Iran et la fin de ce mémorandum de 60 jours? Est-ce que cela signifie vraiment quelque chose? Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que cela ne signifiait rien dès le départ. De toute évidence, Donald Trump essaie de gagner du temps. Je pense aussi que c'est très probablement à cause des élections de mi-mandat. Je rejette toujours cela. Je ne pense toujours pas que ce soit une chose acceptable à faire, même si je le comprends. Mais la situation en Iran en ce moment est vraiment catastrophique sur le plan économique. Je veux dire, les gens ne peuvent littéralement pas se permettre d'acheter du pain. Ils ne peuvent certainement pas se permettre des choses comme la viande. Et ce n'est pas un pays pauvre, d'accord? C'est un pays très riche en ressources, très instruit et très avancé. Ce n'est pas comme certains autres pays dont on entend parler dans des situations comme celle-ci. Ça ne devrait jamais ressembler à ça. Et pourtant, vous savez, les gens ne peuvent pas. Ils paient leur pain en plusieurs fois. Littéralement, Même les ils familles ne peuvent aisées, pas nourrir la leur monnaie famille. subit une hyperinflation. L'inflation en Oui. est à ce point maintenant. Il n'y a également pas d'énergie à l'intérieur de l'Iran, l'un des pays les plus riches en ressources énergétiques au monde. Ils importent du gaz pour les habitants de l'Iran. Je veux dire, c'est vraiment une situation catastrophique. Et cela est dû au blocus américain. Cela dit, il n'y a pas d'alternative. Je pense que les gens ne réalisent pas que, vous savez, d'accord, peut-être qu'ils ne larguent pas de bombes en ce moment, mais cela exerce en fait, quel est le bon mot, fournit, s'applique une pression très forte sur le régime, au point que cela pourrait, si cela se maintient, faire tomber le régime. Mais les gens seront bientôt dans les rues si cela continue. Eh bien, C'est ce que je dis. En 1979, l'un des plus grands moteurs de la chute du Shah, c'était les bazars. Les bazars, c'est la classe des commerçants, je suppose. Je veux dire, ne sont-ils pas déjà sur le point de sortir? Oui. Qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'est-ce qu'il va falloir? oui, je pense que le problème ici, c'est pas qu'ils ne sortiront pas. On a déjà vu des manifestations à petite échelle pendant la guerre, après la guerre. Il y en a déjà eu un peu. Mais à chaque fois que ça arrive, ils déploient les gardiens de la Révolution et ils ouvrent le feu sur la population. Et la cruauté envers le peuple iranien ne fait qu'augmenter presque chaque jour. Presque chaque jour, une nouvelle loi est proposée ou adoptée pour réprimer le peuple iranien. Il y a seulement quelques jours, ils ont dit qu'il était désormais criminel de simplement critiquer les exécutions. Il y a encore plus de lois qui sont mises en place maintenant. Évidemment, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté de rassemblement, personne ne peut manifester. Et en fait, ils prennent même des mesures à petite échelle, comme asphalter les rues pavées pour empêcher les gens de sortir. Enfin non, pas pour les empêcher de sortir, mais pour que les forces des gardiens de la Révolution et les forces du Basij puissent arriver plus rapidement sur les lieux sans rencontrer d'obstacles. Je veux dire, c'est fou. Jusqu'où ils vont pour empêcher toute forme de protestation? C'est fou! Et pourtant, Shoshana, ça ne fait même pas une brève dans l'actualité de toute façon. Je pense que ce qui est fou, c'est que tu dis ça et il n'y a rien. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est dire, vous savez quoi, nous voulons juste diriger notre pays. Nous ne voulons pas répandre la terreur dans le monde. Nous ne voulons blesser personne. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Tout ce que nous voulons, c'est gérer notre pays et ce serait terminé aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui. Mais ils ne le feront pas. Donc c'est tout. C'est ça qui est complètement fou, c'est que toute la souffrance de leur pays est auto-infligée. C'est-à-dire pas par le peuple, évidemment, mais par le régime. Et tout ce que le régime aurait à faire, c'est simplement dire « Oui, vous savez quoi? Très bien, nous allons vivre en paix avec le reste du monde et nous allons être corrects. Vous savez, nous allons respecter les règles du jeu. » Et ils refusent de le faire. Parce que c'est l'idéologie, n'est-ce pas? Oui, c'est le djihad. C'est le djihad mondial. Eh bien, Écoute, Émilie, tu parlais de... du peuple iranien. Et voilà ce qui est triste.
C'est clair, comme les Israéliens qui ont passé des années à dire, écoutez, on ira dans les abris antibombes, on subira toutes ces conséquences, mais terminez le travail. Et le peuple iranien. En gros, ils disent, d'accord, Trump et Netanyahou, s'il vous plaît, nous sommes prêts à souffrir pendant cette période si vous terminez le travail et nous aider. Et nous renverserons le régime, mais vous devez nous aider, sinon nous serons massacrés. Et ils ont vraiment été patients. Et je dirais, j'imagine, qu'ils commencent à perdre patience parce que la façon dont le président Trump continue de parler, ils ont l'impression qu'il les a abandonnés. Peut-être pas la patience, mais l'espoir. Eh bien, un peu des deux, en quelque sorte, parce que c'est comme ça que je me sentirais. Je me dirais, d'accord, il y a eu tous ces bombardements et puis, soudainement, des cessez-le-feu. Et oui, la pression économique est vraiment cruciale, c'est vrai. Mais comme tu l'as souligné, cela n'empêche pas les gardiens de la Révolution de les abattre. Parce qu'ils utiliseront leur dernière arme, leur dernière balle. Et ce ne sera même pas la dernière. Parce qu'ils sont probablement approvisionnés par la Chine, la Russie. C'est ça. Les gens du régime ne sont pas vraiment affamés. Ce sont les Iraniens qui le sont. Oui, mais la question est, d'accord, donc les gardiens de la Révolution continueront à toucher leur salaire et leur argent et tout ça. Mais peut-être que l'armée régulière, n'ont-ils pas besoin de l'armée régulière pour maintenir l'ordre? Ce ne sont pas seulement les gardiens de la Révolution. Il y a les Bassidji et l'armée régulière iranienne. À un moment donné, ils ne pourront plus payer les salaires, n'est-ce pas? À un moment donné, ils n'enverront plus d'argent. On envoie encore de l'argent au Hezbollah? Oui, oui. Ah, il y a de l'argent pour ça. Oui, eh bien, il y a toujours de l'argent pour le terrorisme. C'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 1. Mais c'est le cas, ça nuit même à l'armée et aussi aux gardiens de la Révolution. Ça leur nuit. C'est juste que ça ne leur nuit pas encore au point où ils ne pourraient plus fonctionner. Ou faire défection, c'est exact. Il faut aussi des désertions. Oui, c'est ça. Je crois que c'était le prince héritier Reza Pahlavi qui avait lancé ce genre de base de données de déserteurs il y a 1 an ou 2, je crois, pour commencer à rassembler. Et il y avait un véritable espoir qu'il y ait une masse critique de personnes qui disaient « Vous savez, nous n'allons pas tirer sur notre propre peuple dans la rue. Je veux dire, est-ce que les forces du mal ont vraiment tout envahi? Ou bien ces gens se battent-ils maintenant pour leur survie? L'amnistie n'aiderait-elle pas? Je ne comprends tout simplement pas. D'accord. Non, pas Amnesty International. Je parle de leur accorder l'amnistie. Cela n'aiderait-il pas à en créer davantage? Le but, c'est que comment pouvons-nous raisonner à rebours pour provoquer leur chute? Eh bien, le problème, c'est que de façon assez habile, la République islamique a remplacé tous les postes supérieurs d'Atesh, la véritable armée. C'est ça le problème. Je veux dire, le chef des forces armées est aussi un parent de l'un des chefs. Ils ont vraiment pris le contrôle. Et le prince héritier, Reza Pahlavi, compte effectivement plusieurs dizaines de milliers de personnes ayant fait défection. Le problème, c'est que ce ne sont pas les personnes qui sont aux commandes. Alors, comment peuvent-ils s'assembler en une force unifiée quand il y a quelqu'un ici, quelqu'un là-bas, quelqu'un ailleurs? C'est problématique en termes de mise en œuvre, d'après ce que nous savons. Il pourrait y avoir plus de choses que nous ignorons. Mais je pense que le plus gros problème ici, et le plus grand obstacle pour que le peuple iranien puisse vraiment avancer, c'est qu'ils ne sont pas armés. Au bout du compte, ils ne sont pas armés pour pouvoir se défendre. Je crois vraiment qu'ils descendraient dans la rue et utiliseraient des armes s'ils en avaient, si c'était nécessaire. Il y avait toujours des discussions et des rumeurs selon lesquelles J.D. Vance aurait divulgué ceci, que nous armions ou que nous allions armer les forces kurdes qui sont en fait entraînées au combat. Ils s'entraînent depuis longtemps. Ce sont des militaires. Qu'est-il arrivé à cette idée? La Turquie. Autant que nous sachions. Voilà ce qu'il en est. C'est toujours la Turquie, n'est-ce pas? Et en parlant de la Turquie et du fait qu'elle s'implique là où elle ne devrait pas, Jared Kushner est dans la région et il a rencontré le Hamas. Oui, mesdames et messieurs. Il a rencontré le groupe terroriste qui, selon leur plan, en 20 points, n'était pas censé avoir son mot à dire dans l'avenir de Gaza. Et je pensais que, selon le plan en 15 points, je ne sais même plus de combien de points on parle maintenant, et pourtant, le gouvernement américain donne de la légitimité à ce groupe terroriste déterminé à détruire tout le pays et tous les Juifs dans le monde, y compris Jared Kushner. S'asseoir avec eux, savoir, tu écris beaucoup à ce sujet. Et peut-être, tu sais, il dira, eh bien, il faut s'asseoir avec ses ennemis. Maintenant, je vais m'asseoir avec l'autre camp. Nous essayons d'apporter la fin. Nous essayons de désarmer le Hamas. Tout d'abord, tu sais, tout le monde sait qu'ils ne sont pas sincères. Ce sont des menteurs, ce sont des meurtriers, ce sont des violeurs. Alors pourquoi devrions-nous croire qu'ils vont se désarmer? Deuxièmement, même dans le plan en 15 points, il est question de pouvoir garder des armes défensives. C'est quoi une arme défensive? Est-ce que quelqu'un peut me dire, un Kalachnikov, c'est une arme défensive? Qu'est-ce qu'il espérait qu'il allait se passer ici? Et c'est ça que je lisais ce matin.
Il y a une sorte de sale coup ici pour piéger Israël, tous les pays arabes, les Émirats arabes unis, la Turquie, pas qu'ils aient ou devraient avoir une influence sur nous. Mais tous les pays de la région poussent et font pression sur Israël pour accepter ce plan en 15 points, même si l'ordre n'est pas « vous vous désarmez et ensuite nous nous retirons ». Non, non, non. On se désarmera un jour. Vous vous retirez. D'accord. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que même quand ils disent qu'ils vont se désarmer, ils disent qu'ils ne vont pas se débarrasser des armes. Ils vont les entreposer au sein de l'instance technocratique censée remplacer le régime à Gaza. Vas-y, mon pote. Dirigé par Hamas, oui. Ou même l'autorité palestinienne, le Fatah, qui n'est pas mieux. Mais voilà le truc. Il y a deux, on pourrait dire, interprétations de Jared Kushner et Steve Witkoff. Oui. Et donnons la version la plus, disons, hostile. D'accord. C'est qu'ils ont des intérêts économiques importants au Qatar en particulier et ailleurs. Et donc, cela guide tout ce qu'ils font. Maintenant, disons que vous voulez dire « non, c'est une théorie du complot ». D'accord. Et vous voulez donner une vision plus généreuse. Oui. La vision plus généreuse, c'est qu'ils sont idiots. Et de la même manière qu'Israël a été idiot pendant toutes ces décennies avec ce que nous appellerions la conceptia, cette idée qu'il y a ces ennemis féroces. D'accord. Alors, comment allons-nous faire la paix avec eux? Une façon, c'est de les combattre, puis de dire « allons à la table des négociations ». Et vous dites « donnons-leur des armes et une force de police. Et alors, ils nous aimeront. » Et cela dure, en fait, depuis le début de l'État d'Israël. Habituellement, même en 1948, l'idée était là. Il y avait une division en Israël entre ceux qui disaient « il faut entrer en terre d'Israël avec une poigne de fer » et les autres qui disaient « non, 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 donnons simplement aux Arabes leurs soins de santé et soyons gentils avec eux, et alors nous vivrons tous heureux pour toujours ». Je dis donc que l'interprétation la plus généreuse est que Jared Kushner et Steve Witkoff vivent dans un monde imaginaire concernant le Moyen-Orient. Donc, c'est plus généreux que de dire qu'ils ont des intérêts économiques qui les guident. Je pense que c'est les deux, en fait. Je pense qu'ils sont incroyablement Probablement. gentils, naïfs. De toute évidence, il est prouvé que Steve Witkoff et Kushner ont tous les deux des intérêts économiques importants au Qatar, que cela influence leurs décisions. Je vous laisse en juger. Mais il est très clair qu'aucun d'eux ne comprend vraiment la mentalité du Moyen-Orient, car toutes les personnes avec lesquelles ils interagissent dans le monde arabe font partie de l'élite, de l'élite, de l'élite. Je n'en ai aucune idée. Steve Witkoff, c'est, vous savez, il connaît très bien la classe dirigeante qatari. Il ne connaît pas le peuple de Gaza qui a envahi Israël le 7 octobre et qui a commis des viols de masse et des enlèvements. Donc, ils n'ont tout simplement aucun dialogue, aucune idée de ce à quoi le Moyen-Orient est réellement confronté en termes d'extrémisme. Il le ferait. Après avoir négocié avec la République islamique Oh non, d'Iran parce qu'ils et en vous mentent. disant que ces gens-là, dès le début des négociations, ont dit « nous avons 11 bombes », vous savez, des bombes nucléaires. On pourrait penser qu'ils se seraient réveillés depuis le temps, non? Non, assis avec des hommes d'affaires qataris, vous ne comprenez même pas encore le. Vous ne comprenez pas. Parce qu'ils ne sont pas francs sur leur véritable système de croyance. Je suis désolée. Je suis ici depuis 20 ans, d'accord? Je vis dans ce pays depuis plus de 20 ans. Et c'est encore difficile pour moi de vraiment comprendre qu'ils s'en fichent. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas que leurs enfants aient un avenir. Ils veulent détruire Israël. Et c'est le but de leur vie, parce que ce monde n'est que temporaire. Et le vrai monde, c'est le monde à venir. Et c'est là qu'ils vont rencontrer Mahomet, les martyrs, les vierges et tout le monde. Et les enfants qu'ils ont, malheureusement, pas tout le monde, mais trop de parents considèrent leurs enfants comme des soldats dans cette guerre. D'accord? Et c'est encore très difficile pour moi. Et je vis ici. Donc, je pense que non. Deux Juifs américains qui sont plutôt aisés et qui mènent une vie privilégiée ne comprennent absolument pas les Qataris, les Gazaouis, ni qui que ce soit. Ils ne devraient pas être ceux qui sont aux commandes. C'est ça. Eh bien, je ne sais pas s'ils ont reçu les rapports. Je suis sûre qu'Israël fait du bon travail ou essaie de bien faire pour leur dire ce qui se passe en ce moment. Mais nous avons récemment eu un engin explosif du Hamas découvert par un char de Tsahal qui est passé dessus. Dieu merci, aucun soldat n'a été tué. Il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de zone démilitarisée magique qui serait maintenant débarrassée des terroristes, des bombes et des mines. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont toujours aux commandes. Ce qui se passe, c'est qu'ils continuent d'opprimer leur propre peuple. Ils continuent de voler l'aide humanitaire. Beaucoup d'entre eux semblent d'ailleurs très bien nourris. Vous savez, alors on se demande où est la famine. Ils ouvrent en ce moment des salles de sport high-tech dans la région de Gaza et des clubs privés. Pendant que leurs compatriotes vivent sous des tentes, parce que c'est à cela que ressemble le monde djihadiste
terroriste et kleptocratique. C'est pareil en Iran, c'est pareil au Qatar, et c'est pareil partout. Et vous savez ce qu'il y a de plus triste? Qu'ils ont déjà infiltré l'Amérique, avec tous ces politiciens et la DSA. C'est littéralement à leur porte. Ça prend déjà le contrôle de l'Europe. Sommes-nous les seuls à avoir les yeux grands ouverts? Je ne sais pas, je ne sais pas. Presque, oui. Presque fini, oui. Et les Iraniens, oui. Exactement, le peuple d'Iran. Au fait, tu sais, quand tu as mentionné les élites, tout ce qu'ils font, c'est fréquenter ces élites. Mais tu sais quoi? Encore une fois, ce sont des idiots, parce que ces élites ont la même vision djihadiste que tout le monde dans leur pays. Je ne parle pas du peuple iranien, bien sûr. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Nous pouvons voir que nous l'avons vu encore et encore, que le seul avantage qu'ont les djihadistes sur l'Occident, c'est qu'ils comprennent l'Occident mieux que l'Occident ne les comprend. Oui. Donc, ils savent exactement. Bon point. Les mots à utiliser, ils ont appris, vous savez, le langage de la paix. Ils font exactement cela maintenant. Le point à leur sujet, c'est qu'ils détestent l'Occident pour de nombreuses raisons. Mais en partie parce que l'Occident est trop libéral, à cause des homosexuels, de toutes sortes de choses et des droits des femmes. Donc, d'un côté, ils détestent ça, et de l'autre, ils en profitent, ils l'utilisent, et ils savent qu'il suffit de dire des choses comme « c'est les Noirs contre les Blancs » ou « les droits des femmes » ou « les droits de l'homme ». Ils n'y croient pas une seconde, mais ils comprennent que cela touche toutes les sensibilités occidentales et ils sont très malins à ce sujet. Et je trouve incroyable qu'avec tout notre savoir-faire, nous finissons par perdre dans ce type de combat en particulier. Eh bien, je pense qu'encore plus que cela, ce qui est si intéressant à ce sujet, c'est que nous avons vu exactement ce que vous dites à gauche depuis de nombreuses années. Ils ont infiltré la gauche. Ils ont utilisé le langage de la gauche, Black Lives Matter et toutes ces causes auxquelles ils s'opposent. Ils sont racistes envers les personnes noires. Ils sont discriminatoires envers les personnes homosexuelles. Je veux dire, au Qatar, il y a la peine de mort pour les personnes homosexuelles. Et pourtant, ils vont avoir HAL. AJ+, en Amérique, qui devrait être enregistré comme agent étranger, et c'est pas le cas. Le ministère de la Justice leur a demandé de le faire et ils ne l'ont toujours pas fait. Mais ils créent des vidéos sur les droits LGBT. Vous êtes sérieuse? Je sais. Et Al Jazeera en arabe et Al Jazeera. Ce sont deux choses différentes. Oui. L'anglais est très pluraliste, oui, bien sûr. Al Jazeera en arabe, c'est juste, ils ne mâchent pas leurs mots avec l'Algérie. Je vais improviser. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'ils nous disent quoi faire. Et nos propres soldats rapportent ce qui se passe. Nous avons, encore une fois, des femmes en première ligne qui regardent les écrans et disent qu'il se passe des choses. Et vous avez des soldats de haut rang à Gaza qui disent « Nous les voyons creuser et nous ne pouvons pas tirer » parce que les Américains nous lient les mains dans le dos. Et c'est tout simplement inacceptable parce que ce sont nos enfants qui sont en première ligne, pas les leurs. Mais j'allais justement dire qu'il infiltre maintenant les... Oui, on l'a déjà vu auparavant, c'est pour ça que tu vois ça. Comme une sorte d'illusion et d'idéologie. Des valeurs incohérentes à l'extrême droite, voire à la droite néo-nazie de America First ou même America Only, ce qui n'a aucun sens. Mais l'idée que s'opposer d'une manière ou d'une autre aux alliés démocratiques dans la région et au-delà serait en faveur de l'Amérique, que cela serait America First, c'est délirant. Et ils ont déjà eu tellement de succès à cause de personnes comme Tucker Carlson. Et cela est financé. Cela est causé par le Qatar, les frères musulmans et la Turquie. Également aligné avec les frères musulmans. Il y a eu un rapport la semaine dernière selon lequel le cousin d'Erdogan, qui dirige une sorte de fausse organisation à but non lucratif turc aux États-Unis, a rencontré Tucker Carlson. A rencontré son partenaire commercial Neil Finch. Neil Peter. Mattel a rencontré tous ces gens du podcast Israël. Tu sais, les partisans de America First qui ne font que parler d'Israël. Tu vois, c'est exactement pareil avec nous. Tu sais, tu veux l'Amérique d'abord. Tout ce que tu fais, c'est parler de nous. Trouve-toi une vie loser. Donc oui, c'est complètement infiltré et c'est presque comme, tu sais, l'argent est roi. Et tout le monde est à vendre parce que moi, j'achèterai. Exactement. Je t'achèterai. Ils vont juste t'acheter. Donc, tu sais, juste pour ajouter au point de Shoshana sur ce qui se passe à la frontière de Gaza et avec les soldats et les observatrices, les femmes qui travaillent, qui observent les champs. Ce n'est pas seulement que les États-Unis lient les mains d'Israël et que Netanyahou essaie de composer avec cela. C'est aussi la Cour suprême israélienne qui lie les mains d'Israël. Et cela concerne les règles d'engagement et les moments où il n'est pas permis de tirer. Et cela même avant le 7 octobre. Il y a eu tellement de décisions de la Haute Cour de justice concernant les moments où il n'est pas permis de tirer. Et la raison pour laquelle c'est pertinent dans cette discussion, c'est qu'en ce moment, nous sommes impliqués. Nous sommes aussi à l'approche d'une élection. Les États-Unis approchent des élections de mi-mandat.
Israël est à l'approche d'une élection générale en octobre. Et il y a beaucoup de gens qui croient encore que cette réforme judiciaire, à cause de ce genre de choses, entre autres, est une question clé, voire la question clé de la prochaine élection. Je trouve que c'est ridicule qu'ils s'impliquent à un niveau aussi détaillé dans les règles d'engagement pour les soldats qui sont là pour défendre notre pays. C'est absolument ridicule. Et je suis d'accord avec toi, je veux dire, je suis totalement d'accord avec toi. Je ne pense pas que la façon dont le gouvernement a abordé la réforme judiciaire était la bonne. Je pense qu'ils auraient dû le faire de manière plus intelligente. Mais sur ce genre de questions, quand il s'agit de sécurité nationale, c'est absolument ridicule que nos mains soient liées par un groupe de personnes non élues qui ne sont pas sur le terrain et qui ne savent pas ce qui se passe avec nos soldats. Leur vie devrait être prioritaire. Et je trouve cela vraiment, vraiment inquiétant. Mais pour une note plus positive, un navire danois appelé Handala II a été arrêté en Allemagne après être entré en collision avec une jetée et a subi d'importants dégâts au moteur. Le navire était auparavant parti du Danemark avec des militants pro-palestiniens qui tentaient de briser le blocus naval israélien sur la bande de Gaza. La police allemande enquête sur l'équipage du navire pour avoir endommagé le port allemand. Ces personnes racontent une belle histoire. Non, honnêtement, c'est juste du karma. J'adore voir le karma juste devant moi. C'est apaisant. Un groupe d'idiots dans la pure posture qui ont été endoctrinés aux cheveux bleus, avec des poils sous les bras, et sans se doucher, sont montés à bord d'un navire pour venir briser le blocus naval. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ils n'en parlent même pas. C'est même plus pour l'aide humanitaire. Ils veulent juste briser le blocus. Et d'ailleurs, ils n'accusent jamais l'Égypte de bloquer la bande de Gaza. Absolument. Toutes ces années. Non. Ils disent que nous devons briser le blocus d'Israël. Tout ce que l'Égypte a à faire, c'est ouvrir les portes. Ils vont ouvrir leurs 5 portes maintenant. Eh bien, mon moment préféré, c'est quand ils ont essayé de passer par l'Égypte pour entrer et livrer de l'aide. Et il y avait toutes ces scènes qui sortaient où l'on voyait ces idiots d'Européens. Being like, we just want to help the Gazan people and the Egyptians. They know. Regarde ça. Ils les frappaient. Ils disaient « Aidez-nous à libérer la Palestine. Oui, toi, pauvre idiot chétif, tu vas vraiment la libérer. » Et les Égyptiens disaient « Merde. » Ils ont aussi été retenus pendant 1 mois dans un camp en Libye. Au fait, Personne ne parle d'Israël. non, je parle d'une flottille humaine. C'est une flottille humaine. En d'autres termes, des idiots qui traversaient l'Afrique et le Moyen-Orient et qui se sont retrouvés en prison. On n'a plus entendu parler d'eux en Libye. Et puis leurs amis se sont demandé « Où sont nos amis ?» Eh bien parce que tu ne tombes pas dans une démocratie comme Israël qui te détient. Et ils t'ont expulsé du pays et t'ont donné un sandwich à la viande. Oui, toi, la végétarienne, Greta Thunberg. Bref, je trouvais juste que c'était une petite histoire légère pour nous mettre dans l'ambiance de notre rubrique préférée, le salaud de la semaine. Il y a tellement de salauds. et si peu de temps. Ruthie, ça fait un moment que tu n'as pas eu l'occasion de répondre. C'est vrai. Et malheureusement, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est tellement plus facile de trouver des salauds et des héros. Et c'est vrai. Vraiment, vous savez, on commence à s'épuiser. Donc, mes salauds de la semaine sont inhabituels. Ça a un rapport avec le Moyen-Orient, d'une certaine manière. C'est une mère et sa fille qui s'appellent Mali Eliel Yahalom, qui, il y a une semaine, ou il y a environ 10 jours, peu importe, leur famille les a signalés disparus. La mère, âgée de 50 ans, et sa fille de 24 ans. Je sais que Shoshana n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Oui, c'est vrai, d'accord, vas-y, je sais. J'ai été mise en minorité. S'il te plaît, explique au public pourquoi tu penses que c'est acceptable. T'attaquer. Et ensuite, nous viendrons t'attaquer. Ces 2 femmes adultes ont dit à leur famille et à tout le monde qu'elles avaient acheté des billets, un billet d'avion pour Prague, puis un billet de train pour Vienne. Et ensuite, elles avaient un billet d'avion retour pour Israël, prévu pour la semaine suivante ou quelques jours plus tard. Elles sont parties. Elles ont envoyé des selfies d'elles en train de visiter et étaient en contact avec leur famille. Et puis, soudainement, plus rien. Leur téléphone ne répondait plus. Elles n'étaient plus joignables. Et leur famille, cette mère, est divorcée depuis 20 ans. Elle a une fille adulte et un fils adulte. Elle n'avait plus de contact avec son fils, avec son frère, avec sa belle-sœur et d'autres membres de la famille. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, elles sont parties. Et elle avait un bon travail dans une banque et elles ont disparu. Maintenant, en Israël, quand certains membres de la famille sont allés à la police et ont dit « Nous n'arrivons pas à les joindre, nous ne pouvons pas les retrouver », et elles ne sont pas montées dans leur vol de retour. Oui. Et ça, c'est toujours un signal d'alarme en Israël. On ne rate pas son vol. Donc, tout de suite, la question s'est posée, ont-elles été enlevées?
Était-ce un acte terroriste, un crime? Peu importe. Il y avait des craintes pour leur sécurité, oui. Après une recherche d'1 million de dollars, il s'est avéré qu'en fait, elles voulaient simplement commencer une nouvelle vie ailleurs. Ce qui est très bien, c'est leur droit, non? Mais au lieu de prévenir qui que ce soit, de dire « on va bien, laissez-nous tranquilles », elles ne l'ont pas fait. Et donc, la police les cherchait. Finalement, elles ont été retrouvées dans un bus en Argentine. Apparemment, elles cherchaient un autre pays d'Amérique latine où il n'y a pas de traité d'extradition avec Israël. Pourtant, la police israélienne et tout le monde disent qu'elles n'ont commis aucun crime. Mais elles n'ont commis aucun crime. Donc, Tu sais pourquoi elle fuyait? Parce qu'apparemment, la fille avait emprunté de l'argent à des usuriers et les usuriers allaient la tuer. Et la mère a décidé de sacrifier sa vie pour sauver sa fille. Et maintenant, la question est, tu as raison. Elles ont été stupides. Elles ont perdu leur temps. En plus, elles l'ont fait avec leur vrai nom, donc on pouvait les suivre. La question est, pourquoi sommes-nous dans une telle situation dans ce pays? Et cela arrive aussi aux soldats, que les gens soient tellement désespérés qu'ils se retrouvent dans ces situations avec des usuriers. Et puis, je ne sais pas, Peut-être que c'est parce que le gouvernement nous taxe à plus de 50 sur tout. Ce serait une raison, oui. eh bien, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Ce sera un salaud d'un autre genre pour une autre semaine. Mais la raison pour laquelle je les appelle des salauds, ce n'est pas pour ça. D'accord, elles devaient de l'argent et tout ça. Et encore une fois, va où tu veux, fais ce que tu veux, peu importe. Mais pourquoi entraîner tout le pays là-dedans? Mais toi, regarde, je ne fais que traîner le Entraîner contenu. le pays et décider de les poursuivre. Parce que la famille Nous sommes a un peu dit, la famille Anna, a dit. Je sais probablement pourquoi Et ils la ont fui. famille. Un homme violent. Elles auraient pu fuir des abus sexuels, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas de cela que parlent les rumeurs. Elles parlent d'argent. Et non, pas il n'y avait forcément. aucune preuve de tout cela. D'elle. Well, there will be, would there? Non, écoute, envoyer des selfies à leur famille puis ne pas prendre son vol. En Israël, il y a un vrai danger que ce genre de choses Oui, soit mais si lié. quelqu'un fuit pour sauver sa vie, il y a une raison Oh pour non, laquelle mais il pas fait même seulement confiance. ça. Gouvernement, on ne sait pas. Peut-être qu'ils protègent leur famille. On ne sait pas. Mais je vais juste vous dire quelque chose. Mon fils, qui est, vous savez, très grand maintenant, quand il avait 5 ans, j'étais avec lui sur l'aire de jeu et il a disparu. Et j'ai couru, j'ai crié son nom et j'étais paniquée. Bien sûr, je pleurais. Et finalement, et j'avais pas de portable, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, j'avais pas d'autre choix que de monter 4 étages jusqu'à mon appartement pour prendre le téléphone, appeler la police et mon mari. Je suis montée les escaliers et il était là, assis en haut des marches, à côté de notre appartement. Et j'ai dit, mon Dieu, ne fais pas ça. Tu sais, je ne t'ai pas trouvé. Et il a dit, je savais où j'étais. J'étais pas perdue, je savais où j'étais. Ah! Tout ce que je dis, c'est que ces femmes, ce sont des adultes qui auraient dû comprendre que c'est ce qui leur arriverait. C'était pas, peu importe, je ne sais pas qui les maltraitait ou non. Et oui, si elles avaient des usuriers à leur trousse, tout ça, je comprends. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont même pas envoyé de message. En fait, on va vraiment venir nous chercher. Elles ont appelé le consulat à Vienne. Elles sont là-bas? Oui. alors pourquoi personne n'était au courant de ça? Je pense, eh bien, parce qu'elles ont dit que ça a été. Ça a été Oui, fait elles ne répondent pas. très familier. Le consulat ne le Ça reçoit ne donne pas. rien. Des formes d'incompétence. Oh mon Dieu, des couches de couleurs. sur des couches. Je pense qu'en ce moment, tu sais, on vit une époque où l'antisémitisme est fou. Et il y a eu un jeune homme en France qui a été enlevé et retenu pendant des jours et torturé. Et une mère et une fille qui ont été battues, et la mère est en soins intensifs. Oui, C'est des articles de visite, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer ici, beaucoup de leçons sur de nombreux aspects différents de tout ça. mais je pense que la dernière chose que le gouvernement doit faire, c'est qu'il menace maintenant de les poursuivre pour le million de dollars que ça leur a coûté de les retrouver. Non, En fait, c'est ridicule. ils ont déjà des prêts. Non, j'ai lu en fait que la police a dit qu'ils n'allaient pas demander à récupérer l'argent. Ils ont dit qu'ils allaient rendre l'argent du crowdfunding qu'ils ont reçu d'inconnus. Donc, je veux dire, eh bien, C'est déjà ça. cette famille, leur famille a l'air d'aller bien. Je ne sais pas. Encore une fois, on ne sait pas. Et je m'inquiète juste pour eux. Il faut vraiment être désespéré pour laisser sa vie derrière soi et faire ça. Oui. Et je pense qu'on doit, à tout le moins, on doit réfléchir à la situation avec les usuriers ici. Parce que j'ai vraiment entendu des histoires d'horreur, des histoires d'horreur. Parfois, des soldats entrent dans l'armée et ils ont ça, ils essayaient d'aider leur famille. Ils sont extrêmement pauvres, ils ont un usurier à leur trousse. Et le Mafakeda, le commandant, s'implique pour essayer d'aider le soldat à gérer ses dettes. Nous avons un problème dans ce pays. Nous en avons beaucoup. Et nous avons un problème dans ce pays avec ce genre de choses. Et parce que nous luttons constamment pour notre survie, nous ignorons les situations internes auxquelles nous devons faire face. Et c'est ce qui se passe en Israël. Nous sommes toujours en train d'éteindre des incendies et nous ne réfléchissons pas de manière stratégique et nous ne faisons pas ce que nous devons faire en interne. Mais merci, Ruti, parce que cela a créé une discussion merveilleuse. En fait, je voudrais juste ajouter une chose de plus à ce sujet. Les groupes mafieux, et c'est vraiment
Et l'un de ces secteurs qui est le plus fortement touché négativement par cela, c'est la communauté arabe. Même en ce moment, ils ciblent les Arabes, oui. Intégrés, qui contribuent à la société. Il y a ce boucher. L'un des groupes mafieux essaie de lui faire payer. Et ce boucher arabo-israélien a fait don de centaines de kilos de viande aux soldats. Oui. Et d'ailleurs, pas seulement un prêt. Il a fermé. C'est uniquement du Pas racket. des prêts. Non pas emprunter d'argent à ces mafieux. Les gars vont dans ces sections de presse et disent « Paya ». Alors, on ne détruira pas vos cheveux. But no one's helping those I people. know, it's like terrible. We have a protection problem and we need to deal with that. And again, Un prétexte there's tout always a trouvé. handy. Nous avons des ennemis extérieurs. Nous devons gérer. Qu'est-ce qui se passe dans la semaine de John? S'il te plaît, S'il te plaît, mon Dieu. Gouvernement. Peut-être la Très prochaine. Émilie, qui est ton salaud cette semaine? Mon salaud cette semaine, c'est la femme qui a monté une vidéo. Elle l'a fait elle-même. Elle s'est filmée elle-même. Elle a expulsé une cliente américano-israélienne parce qu'elle était américano-israélienne. Regardons cette scène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez signé un formulaire d'autorisation pour les photos et les vidéos. Je n'ai rien fait de mal. Non, il n'y a rien de mal. Je vous ai gentiment demandé, mais vous n'avez cessé de parler d'Israël, Mais de parler de vous devriez me prêter de politique, l'argent. de tout ça. Pas du tout. On m'a appris. Je pensais qu'on avait une super conversation sur l'Afghanistan, comme une culture qui, en fait, m'intéresse vraiment. Eh bien, c'est Aucun magnifique, admirateur. merci. Et j'adore ça, tu sais, j'arrêtais pas de dire que c'est merveilleux et que j'aime ce que tu fais et tout, mais je ne... Quand tu continues à dire... Tu peux dire, rends-moi mon acompte. Je n'avais aucune idée que t'allais. Quand tu dis des choses comme... Je suis israélienne américaine, et puis je dis des choses comme « Oh, je le Je soutiens n'ai pas rien vraiment » dit ou « J'y crois pas ». Israël. Mais tu faisais Et ensuite, tu ça. le défends, ce qui Et est très ensuite, bien. tu semblais le Tu peux le défendre. défendre autant que tu veux, mais c'est mon affaire. C'est mon... C'est tout à fait Et normal. je ne vais pas m'en mais tu occuper. devrais. Rends-moi ma caution. Et si tu ne le fais pas, je vais devoir engager une action en justice. Cette femme, Karini Brose, à Alexandrie, Virginie, assurez-vous de leur laisser un avis. Donc, elle a reçu cette cliente pour un rendez-vous pour les sourcils. Elle discutait, la femme parlait. C'est une auteure. Elle a écrit un livre qui raconte l'histoire d'un garçon afghan et d'un garçon juif qui ont rejoint l'armée américaine ensemble. Peu importe, une histoire de coexistence et d'amitié, vous voyez. Et il est ressorti dans la conversation que cette femme, l'auteur, est en fait américaine et israélienne. Ce qui, bien sûr, a alors déclenché une réaction chez cette femme, chez Karini Brose. Et elle ne voulait pas parler d'Israël, même si la femme disait simplement qu'elle était, en fait, israélienne. La femme était quand même d'accord, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais elle voulait qu'on lui rende sa caution pour le service pour lequel elle était venue. La femme a refusé. Donc, j'espère vraiment que quelqu'un prend des mesures juridiques contre cela, parce que, évidemment, c'est illégal. Mais ce que je préfère dans cette histoire, et la raison pour laquelle, sans entendre la conversation, je crois à l'américaine israélienne, c'est parce que la femme qui possède la boutique, c'est sa vidéo. Ouais. Elle s'est filmée en train de faire ça. Et dans la vidéo, elle explique comment elle a dû expulser cette méchante Israélienne qui commettait le crime de parler d'Israël. C'est ridicule. Et elle va encore plus loin dans la vidéo en disant qu'elle ne veut pas parler de politique et que les grands enjeux la bouleversent à cause du génocide palestinien. Et elle ne veut pas de politique dans son studio. Ce qui aurait totalement du sens, sauf que tu as enregistré une vidéo sur la politique en filmant une cliente et tu l'as ensuite publiée sur tes propres réseaux sociaux. Mais de quoi tu parles? Tu veux pas parler de politique. Tu as littéralement transformé ton entreprise en conflit politique. Bien sûr, je ne crois pas un mot qui sort de la bouche de cette menteuse. C'est une raciste répugnante. Elle devrait être chassée de son entreprise et poursuivie jusqu'à la ruine. Et c'est mon ordure de la semaine. Très mérité. Et attendez, maintenant, elle va probablement lancer une collecte de fonds. Bien sûr. Comme ça, elle pourrait faire plus de sourcils ou peut-être des poils sous les bras. Bref, c'est dégoûtant, dégoûtant. Et malheureusement, on voit de plus en plus ça partout. Oui. Partout dans le monde. C'est devenu normal de détester les Juifs, d'exclure les Juifs. Nous sommes revenus là où nous étions il y a tant de générations. Nous sommes revenus là où nous étions. Et d'une certaine manière, ils pensent que la justice est de leur côté. Je ne sais plus quoi penser. Shoshana, qui est ton salaud cette fois-ci? Eh bien, j'ai une autre femme salaud, Binish Tanvir. Binish Tanvir, c'est apparemment son nom. Et elle, nous avons une vidéo que je vais vous montrer. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous devriez la voir. C'est cette docteure juive qui est assise ici, harcelée, agressée, insultée verbalement par deux personnes que vous ne pouvez pas voir à la caméra, mais j'ai une photo d'elle parce que nous faisons des recherches. C'était lors d'un événement sur la place de la ville, vous savez, où les habitants peuvent prendre la parole à Chicago, et elle est littéralement assise. Eh bien, vous savez quoi? Regardons simplement. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
S'il vous plaît. Nous ne voulons pas vous parler. Une simple demande. C'est pour ça qu'il est masqué. Ouais. Oui. Regarde un jouet pour bébé. Une terroriste. Tueuse de bébé. T'es une sioniste de merde. Voilà pourquoi. Je suis une sioniste. La C'est ça. reconnaissance comprends des tout couleurs à de fait. votre bébé. Couleur de bébé. Tout le monde sait ce qu'est le sionisme. Ce n'est pas un enfant. C'est un tueur de bébé. De génocide. Nous l'avons tous vu. Nous l'avons regardé. Non, Diffusion en direct. L'orthographe est incorrecte. Diffusion Oui. en direct. 4 ans de suicide. 76 ans d'occupation donc. et de colonisation. Les bébés, on s'engage juste à 78 dire ans les mots, de colonisation, il. Lisa. Pas les Hamas. Oui, mais eh bien, l'idée, tu dois je suis lire, tu as sûre, besoin de... n'est pas tu de dois lire lire les les chiffres. Sioniste, tais-toi. Donc, ce génie ne s'arrête pas là. Elle le suit en dehors de la réunion en criant « Tueur de bébé, tueur de bébé, tueur rayonnant, tueur de bébé », comme si elle était une poupée qui ne peut tout simplement pas se taire. Et son ami est complètement masqué et couvert parce que pourquoi montrerait-il son visage? Ouais. Bien sûr, donc elle crie « Tueur de bébé, génocide, génocide », parce qu'ils sont juste en boucle. Et ce médecin est assis là, il reste très calme, ouais, ce que je ne pourrais jamais faire. Ouais. Et je veux juste dire, Béniche, tu as une incroyable capacité à répéter comme un perroquet toutes les théories du complot que tu as entendues en ligne parce que tu continues pendant de longues minutes. Et j'ai eu le déplaisir de te regarder littéralement te répéter. Et mon moment préféré, c'est quand tu dis « Et mes impôts, mes dollars d'impôts financent votre génocide ». Genre, ouais, tu pourrais juste chercher ce qu'est l'aide étrangère et comprendre comment ça fonctionne. Tu comprends? Tu pourrais juste me rendre ce service. Ne va pas chercher tes informations auprès de quelqu'un comme Mademoiselle Rachel. Va vraiment chercher en ligne, mais pas sur TikTok. Utilise une vraie source pour comprendre comment fonctionne l'aide étrangère et l'est que l'aide étrangère que tu finances avec tes millions, j'en suis sûre, de dollars d'impôts est en réalité dépensée dans ton propre pays. Donc, tu en bénéficies. Les États-Unis d'Amérique bénéficient de ce programme d'aide étrangère. Et honnêtement, je trouve que les gens comme toi sont le rebut de la société. Tu n'as pas une seule pensée personnelle. Tu n'as même pas 2 neurones à faire fonctionner ensemble. Tu ne fais que te répéter et harceler tes voisins. Et j'espère sincèrement qu'un jour, tu finiras dans son service des urgences parce qu'il te soignera, car c'est un être humain décent. Et ensuite, tu pourras regarder la personne qui t'a sauvé la vie et tu auras l'audace ou l'indécence de le traiter de tueur d'enfants en face, après qu'il se soit occupé de toi, parce que c'est ce qu'il ferait. Oui, une sioniste lui sauvera la vie. Une sioniste. Exactement. Elle est lance. Le truc, c'était pas seulement l'histoire de l'aide étrangère qu'il répète avec une telle incompétence. Et d'ailleurs, toutes ces personnes de gauche comme de droite répètent exactement les mêmes mythes. Ils continuent avec les Ottomans. Oui, ils continuent simplement. Ils répètent des choses qui sont manifestement fausses et pourtant ils continuent à les affirmer. Mais cette accusation de génocide aussi, les chiffres ne correspondent pas. Je veux dire, les gens continuent de dire Israël a détruit tous les bâtiments à Gaza. D'accord? Si Israël a détruit tous les bâtiments à Gaza et que c'est un génocide, cela voudrait dire que nous essayons d'anéantir tout le peuple palestinien. Pourquoi n'y a-t-il que 70 000 victimes dans un conflit soi-disant, 70 000 victimes dans un conflit où il y a 2 millions de personnes au même endroit? Et 50 000 d'entre eux sont des terroristes Bien sûr, parmi bien les sûr. victimes. S'ils ne l'étaient pas, ça n'a pas de sens. Les chiffres ne correspondent pas. Cela ne démontre pas qu'il y a une intention d'éliminer les Palestiniens. Peu importe, ils veulent juste nous faire du mal. Il y a un vrai génocide en cours au Soudan et tout le monde s'en fiche. Oui, non. Et c'est tout. Voilà le 2 poids 2 mesures. Ça montre que vous êtes tous des antisémites. Vous auriez été antisémite il y a 80 ans. Vous auriez été antisémite il y a 150 ans. Ce sont les mêmes perdants. Et vous êtes toujours antisémite aujourd'hui. D'accord? Et parlons d'un autre de ces personnages peu recommandables. Oui, mon vaurier de la semaine est une commentatrice sportive en Espagne qui s'appelle Lourdes Garcia Campos. Alors voilà, Lourdes Garcia Campos est une commentatrice qui a la mauvaise habitude, lorsqu'elle présente les athlètes avant une course, avant une compétition, elle omet systématiquement de mentionner l'athlète israélien. Cela est devenu très évident lorsqu'elle a fait cela à Omri Schiff. Il y a eu un tel tollé qu'elle est allée s'excuser. Sauf qu'apparemment, elle a la mauvaise habitude de faire cela à de nombreuses reprises. C'est pas juste un simple lapsus où tu as oublié notre Omri. Non, 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 non. Tu as aussi oublié Adva Cohen. Tu as aussi oublié Galarad. Tous des athlètes. Et tu as aussi oublié Sagi Lachiel. Oui, Lourdes, tu as la vilaine habitude d'oublier les Israéliens. Et tout comme tes compatriotes à l'Eurovision,
Quand ils ont commencé à parler des crimes qu'Israël aurait soi-disant commis à Gaza, pendant que la chanson israélienne était présentée, tu fais exactement la même chose maintenant parce que tu es la même antisémite puante que tu aurais été quand ma famille a dû fuir l'Espagne. Les mêmes personnes, la même chose, la même habitude horrible, horrible d'exclure les Juifs et de les pointer du doigt. Oui, c'est ce que tu es. Ce n'est pas toute l'Espagne, mais c'est certainement une bonne partie d'antisémites comme Lourdes Garcia Campos, comme les gens de l'Eurovision, comme les médias traditionnels et comme tous les idiots restants qui aiment Pedro Sanchez, le plus grand antisémite d'Europe. Donc, Lourdes Garcia Campos, tu fais tout ton possible pour t'excuser. Tu es ma crapule de la semaine. Je ne ferai pas de distinction, encore plus avec vous. Non, parce que tu ne t'en rends pas compte. Oui, non, c'est vrai, semaine. Et j'en dirais bien pire si nous n'étions pas à l'antenne. D'accord. Et maintenant, nous purifions nos âmes avec les gens bien de ce monde. Et oui, il y en a. Beaucoup de bonnes personnes dans le monde. Et nous devons nous accrocher à cela pour garder espoir en l'humanité. Oui. Shoshana, commençons par toi. Je suis tellement heureuse d'avoir cette héroïne cette semaine parce que souvent, quand je parle de mon enfance dans la région de New York, je dis toujours que les Italiens et les Juifs, nous sommes très similaires et nous nous entendions vraiment bien. Et donc, Antoinette Marie, elle s'appelle Stella Rising sur Instagram. Et elle a tellement de classe, elle est toujours très soignée et même s'il fait très chaud dehors en nous, elle porte toujours son foulard en fourrure. Oui, c'est elle que j'aime bien. Regarde cette vidéo. Est-ce que tu fais attention à ce qui se passe en Virginie en ce moment, avec cette gentille petite dame qui possède un salon de sourcils, qui pensait être maligne et profiter d'une personne juive pour la faire passer pour une idiote? Non, ma chérie, c'est toi qui t'es rendue ridicule. Donc, elle fait venir cette femme, lui fait signer des papiers pour pouvoir la filmer. Elle prend son argent et commence à discuter un peu avec elle. Puis elle change de ton et lui dit « Je ne peux pas. Je ne peux plus faire vos sourcils. Vous allez devoir partir. » Et la femme se rend compte qu'elle est filmée. Elle lui demande « Pourriez-vous arrêter de me filmer, s'il vous plaît ?» La propriétaire répond « Non, vous avez déjà signé quelque chose. Je peux continuer à vous filmer. Et je ne vais pas vous rendre votre argent parce que vous êtes juive. » C'est le monde dans lequel on vit en ce moment. Si vous regardez à la fin, la femme juive, on voit son visage. Elle me fait penser à une femme ou à un homme qui subit des violences et qui cherche comment s'en sortir et comment elle en est arrivée là. Elle ne se sent pas du tout en sécurité et elle veut partir. Donc, elle l'a été pendant, pour être honnête, je l'ai découverte il y a quelques semaines. Je pense que maman Dani, vraiment, oui, vraiment. Ça la touche particulièrement, surtout quand ils ont retiré Little Italy de cette carte. Elle dit « Excusez-moi ». Elle dénonce l'antisémitisme qu'elle remarque, pas seulement à New York, mais partout dans le monde. Et je veux juste te dire merci parce que ça nous apporte un peu de soutien et de bonheur et ça me fait sourire. J'adore te voir faire ça. Et ça compte vraiment beaucoup pour nous qu'il y a des personnes qui ne sont pas juives et qui prennent notre défense. Donc voilà, je voulais juste te dire merci. Tu as tellement raison. Et j'adore vraiment voir les Italiens se déchaîner contre Mandani. Ils le détestent vraiment. Et tu vois, ce sont les Juifs et les Italiens qui ont construit New York. Ce sont les premiers immigrants à New York qui ont fait de New York ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce socialiste djihadiste essaie de tout détruire. Mais tu sais, si tu t'en prends aux Juifs, et les Juifs, tu sais, on essaie d'être discret. Les Italiens. Tu as vu qu'il est allé à Staten Island la semaine dernière? Ils l'ont hué jusqu'à ce qu'ils partent. Donc j'apprécie les Italiens, surtout les gens de la mafia. Genre, Sors d'ici. À qui tu t'en prends? Et elle en fait partie. J'ai aussi commencé à la suivre ces dernières semaines. Elle est fantastique. Et j'apprécie chaque minute. Et ils ont beaucoup de charme, les Italiens. Mamache. Ils le critiquent vraiment. Et en fait, beaucoup de membres de la communauté noire le critiquent aussi. Mandani. Il commence à comprendre qui il est. Je pense, voir ce qui se cache derrière. Et apparemment, quelqu'un d'autre m'a dit que ce sont les Italiens qui ont tous les employés pour la collecte des ordures, la collecte des déchets à New York. Et maintenant, ils ne ramassent plus les ordures juste pour le ridiculiser. Et donc, ils ont organisé cette grande cérémonie. Et apparemment, il y avait des tas d'ordures partout. Parce que les Italiens sont du genre « Ouais, tu veux t'en prendre à nous? On va s'en prendre à toi. » Tu vois? Ils ne sont pas comme les Juifs libéraux de New York. Non. Non, eux, tu t'en prends pas à nous. Tu ne t'en prends pas à nous. Et ils le pensent vraiment. Oui, Émilie, qui Oui. est ton héros cette semaine? Donc, chaque semaine, quand je suis à la maison, je demande à mon partenaire Youssef, qui devrais-je rencontrer? Qu'en penses-tu? Qui devrais-je désigner comme héros de la semaine? Et chaque semaine, sans exception, il répond, moi, fais de moi le héros de la semaine.
Eh bien, ce moment est enfin arrivé. Je veux dire, je ne suis pas objective, il y a beaucoup de choses qui font que j'aime, mais maintenant, je pense que c'est vraiment l'occasion de reconnaître quelque chose que je trouve très héroïque qu'il a affronté cette semaine. Nous étions aux États-Unis. Il a participé à un débat dont le format est 1 contre 10 personnes, c'est-à-dire une personne pro-Israël et 10 personnes anti-Israël. Et ils font tourner les débatteurs un par un pendant plusieurs heures. Maintenant, l'un des débatteurs, dont le nom est Dennis Fitozo, aussi connu sous le nom de Def Noodles, est en quelque sorte d'extrême droite. Je suppose une sorte de podcasteur. Quoi? Un vrai loser. Oui, un vrai loser. Il prétend être America First, comme nous en parlions, très, très extrême. Et en fait, il a été expulsé, ou du moins publiquement condamné par le Parti républicain en Californie, là où il vit, pour son extrémisme d'extrême droite. C'est un griper. Il est un allié de Nick Fuentes et d'autres néo-nazis. C'est comme ça qu'il se présente publiquement. Il a aussi essayé de se présenter au Congrès à un moment donné, mais il n'a atteint que l'élection primaire où il a obtenu moins de 5 % des voix. Comme je l'ai dit, un perdant. Bref, ce type s'est présenté comme l'un des 10 débatteurs. Personne ne savait qui il était. Ni moi ni Youssef n'avions entendu parler de lui. J'étais d'ailleurs dans la salle, donc j'ai vu ça. Et dès qu'il s'est assis, il essayait de provoquer une bagarre physique. Je ne sais pas s'il pensait que c'était une bonne idée de provoquer une bagarre avec quelqu'un qui avait servi dans les forces spéciales de Golani et qui a combattu contre le Hezbollah au Liban. Mais ça s'est avéré être une très mauvaise idée pour le petit Denis. D'abord, il a explicitement menacé verbalement, tu sais. Il a commencé à crier que Youssef est un tueur de bébés génocidaire qui a bombardé des écoles. Je ne sais même pas si ce type s'est rendu compte que Youssef est en fait un vétéran de Tsahal et qu'il n'était même pas à Gaza pendant cette guerre. Mais ce n'était pas, les faits ne comptent pas pour ces gens-là. Il est venu avec un objectif qu'il voulait accomplir, qui était apparemment de se battre physiquement. Bref, il a essayé plusieurs fois. Il a agressé Youssef à 3 reprises au cours de tout ce tournage du débat. 2 de ces agressions ont été filmées. La première fois, il a contourné la table en essayant, apparemment, d'étrangler Youssef. Il essayait aussi constamment de le toucher physiquement, tu vois, de le provoquer avec toutes sortes de gestes. Et quand Youssef lui a dit « Mec, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi voudrais-tu que je me batte avec toi? Je suis là pour débattre. De quoi tu parles au juste? » Il a répondu en devenant très, très en colère, en le traitant de salope et en utilisant plusieurs autres insultes tout au long du débat, essayant de l'intimider en lui hurlant dessus par-dessus la table. Mais le truc, c'est que Youssef ne bronche même pas, comme tu peux le voir dans la vidéo. Il ne réagit même pas. Denis a vraiment sous-estimé la personne à qui il avait affaire sur ce point. Mais la raison pour laquelle Youssef Haddad est mon héros cette semaine, c'est à cause de l'incroyable retenue dont il a fait preuve tout au long de ce fiasco qui a duré en fait environ 2 heures. Youssef n'a pas réagi, il n'est pas tombé dans le piège. Et même après la 2e tentative d'agression de Dennis, quand il a essayé d'attraper la main de Youssef pendant le débat, Youssef a fini par essayer de retirer sa main et il a fini par tirer tout le corps de Dennis, qui mesure plus d'1,83 m, à travers la table, manquant de peu de lui donner un coup de tête par accident. Et puis, après que Youssef ait retiré sa main, il a levé le bras comme s'il allait le frapper. Et puis, tu le vois se retenir et se maîtriser. Donc, c'est très, très clair dans cette situation qui est l'agresseur et qui a réellement le contrôle de la situation. La partie la plus inquiétante, cependant, c'est qu'à la fin du débat, cela faisait plus d'1 heure que la partie avec Denis avait eu lieu. Quand Youssef a quitté le lieu, Denis a attendu dehors sur le parking comme un prédateur inquiétant et a immédiatement essayé de provoquer une autre bagarre. Alors, Youssef est passé devant lui, il ne s'en est pas soucié, et a commencé à filmer la scène sur place, tournant le dos à Denis, qui s'est alors approché derrière lui et a essayé de l'étrangler. 2 personnes différentes l'ont tiré en arrière, puis Youssef s'est retourné et il n'avait pas réalisé que Denis avait déjà été éloigné. Mais Youssef s'est retourné et a fini par donner un coup de poing à ce Denis en légitime défense. Maintenant, une plainte a été déposée. Ils enquêtent. Espérons que ces personnes soient arrêtées pour sa violence. Mais regardez les images. Assieds-toi. Assieds-toi. Lève-toi. Je suis là. Je suis là. À côté de toi. Je suis juste à côté de toi. J'ai raison. Je peux faire tout ce que je veux, bordel. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Les gars. Sérieusement, arrêtons d'être comme ça. Prends un accompagnement. Oui. J'ai faim. Tu prends. Tu devrais. Tu prends. Donne-moi des shots. Arrête ça. Arrête ça. Enlève ça. Hey. S'il vous plaît, ne S'il coupez vous pas. plaît. Oh bon sang, Ne le vas-y, faites tu es dedans. Je ne pense pas. Oui. Des scènes comme celle-ci, elle est restée calme. Eh bien, j'allais justement dire que l'autre héroïne méconnue de cet épisode, c'est toi.
Parce qu'honnêtement, tu étais tellement calme. J'aurais paniqué. Je J'aurais pense que perdu mon j'aurais sang. vraiment paniqué. J'aurais paniqué. Et toi, tu étais très calme. Tu filmais, tu sortais tranquillement. On devrait voter pour toi. Mais vraiment, ce type-là, c'est un grand bavard. Et c'est très clair qu'il ne sait pas se battre du tout. Tu vois, Youssef est nettement plus petit que lui. Mais quand même, il se ridiculise. Je ressens presque de la gêne par procuration à cause de ça. Et ce que je préfère dans tout ça, c'est qu'après coup, il a continué à essayer de se justifier sur les réseaux sociaux. Je disais, Eh bien, Youssef se vantait d'avoir tué des bébés. C'est complètement fantaisiste dans sa tête. Mais admettons que ce soit arrivé. Admettons que ça soit arrivé. Que Youssef soit entré et ait dit « Oui, je tue des bébés ». Acceptez-le. En quoi cela vous donne-t-il le droit d'agresser quelqu'un? exactement. Cette idée que vous avez le droit de recourir à la force alors que vous n'êtes pas un agent des forces de l'ordre est insensée. Et la banalisation de la violence contre des personnes simplement parce que vous n'êtes pas d'accord avec elles, ce qui, ces derniers temps, concerne toujours les Juifs, est totalement inacceptable. C'est contraire à toutes les valeurs occidentales et certainement à toutes les valeurs américaines que nous défendons. Et toute personne qui se dit patriote ou américaine ou qui se soucie de ces valeurs devrait avoir honte d'elle-même. Si c'est le genre de comportement qu'elle cautionne, que ce soit contre les Juifs, que ce soit contre les Arabes israéliens qui soutiennent l'État d'Israël, ou toute autre personne avec laquelle vous n'êtes pas d'accord sur n'importe quel sujet. Oui. Amen. Je veux dire, je pense que la violence politique est devenue incontrôlable. Les gens, et c'est ce qui arrive quand on perd la capacité d'avoir une discussion normale avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Ce qui vient de la culture de l'annulation, où je ne peux plus communiquer avec toi parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Comme cette autre femme aux sourcils. C'est absolument ridicule. Youssef est définitivement un héros. Je suis très heureuse que les médias israéliens en aient parlé. Et tu sais qu'il soit devenu encore plus un héros en Israël. Il le mérite et tu le mérites aussi, Émilie. Je t'ajouterai également à cette liste de héros. Franchement, la façon dont tu es restée calme, c'est vraiment incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi tu rentres chez toi en Californie pour voir ta famille et que tu dois faire face à ça. C'est ridicule. D'accord. Ruthie, qui est ton héros cette semaine? Marco Rubio. Secrétaire d'État Amour à chaque 2015. 5 C'est sur ce qu'ils 5. disent littéralement, la fan de Marco Rubio. Mais cette fois, j'aimerais parler de quelque chose qui touche à la politique sans en être vraiment. D'accord. Il a donné une interview avec sa femme, j'ai vu ce podcast. Et quand le sujet de Maha, rendre l'Amérique en bonne santé à nouveau, a été abordé, et le secrétaire à la santé RFK Junior, qui est, à mon avis, un fanatique complètement fou à propos de toutes sortes de choses, y compris le fait qu'il est un anti-vax convaincu, etc. Mais c'est son truc et c'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui suivent ce régime. Ils croient, vous savez, à la viande et à la choucroute, selon Marco Rubio. Keto, oui, le keto. Donc, Rubio dit, en fait, eh bien, j'approuve Maha. Et sa femme a dit, non, tu n'approuves pas. Non, tu n'approuves pas. Je le soutiens, mais. Et puis il dit, et elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu manges des Pop-Tarts. Et il a dit, les Pop-Tarts sont, et pour tous ceux dans le public qui ne savent pas ce qu'est un Pop-Tart, au cas où vous ne seriez pas américain, c'est juste une sorte de tarte industrielle plate que tu mets, c'est plat et carré rectangulaire, enfin plutôt allongé, et tu la mets dans le grille-pain. Et en 1 minute, tu as cette gourmandise chaude avec une garniture fruitée. Et ça a été inventé en 1964. C'était vraiment la meilleure cochonnerie pour le petit déjeuner. Et il a dit que c'est l'une des plus grandes inventions en Amérique. Tu es pour Maha? Je suis en faveur de Maha. Genre, je pense que les Non, gens il ne devraient l'est être pas. en bonne santé. Je pense qu'au final, À la fin, il ne l'est absolument pas. Qu'est-ce qu'il mange? Des Pop-Tarts. non, je ne mange pas de Pop-Tarts tous les jours. D'accord, tu Le manges des Pop-Tart est sucreries, l'une toi. des plus grandes innovations américaines de l'histoire du monde. Si tu y réfléchis, il est emballé mange dans ce toutes les magnifique choses sachet que en tu ne aluminium. devrais pas manger. Absolument tout. Comme quoi? Qu'est-ce que je mange que je ne devrais pas manger? À part la glace. N'importe quoi. Comme à part la glace N'importe et- quoi, tout ce qui contient du sucre, tu le dévoreras. Et la raison pour laquelle j'adore ça, c'est que je pense que les gens prennent tout trop au sérieux. Et il arrivait à rire de lui-même, même si sa femme lui disait « Tu sais, t'es pas en bonne santé ». Et aussi parce que la santé, je dois dire, c'est une mode comme tout le reste. Un jour, il ne faut pas manger de viande rouge. Le lendemain, seulement de la viande rouge. Ensuite, les œufs sont mauvais, puis ils sont bons. Puis, oui, les régimes ou le jeûne intermittent, peu importe ce que c'est. Ouais. Et il a admis que ce qu'il aime, c'est une cochonnerie que tu mets dans le grille-pain et qui est pleine de sucre. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Eh bien, je pense qu'il a vraiment reçu beaucoup d'admiration pour avoir parlé des Pop-Tarts, parce que les gens aiment vraiment ça, putain oui.
Et même RFK Jr., je dois dire, l'a taquiné. Au lieu de se fâcher, ils ont plaisanté l'un avec l'autre. Homme intelligent, exactement. Donc je pense que Rubio prouve encore et encore qu'il est fidèle à lui-même. Il ne joue pas un rôle comme J.D. Vance, qui s'est inventé tout un personnage, vous voyez, alors que Rubio est vraiment lui-même. C'est un bon gars. C'est quelqu'un de simple et terre-à-terre. Il est aussi extrêmement intelligent, extrêmement productif, extrêmement, vous savez, sage. Et j'espère que l'Amérique verra qui il est vraiment. Vous savez, la Maison-Blanche lui a offert une énorme affiche de tous les mèmes qui circulent sur les réseaux sociaux. Enfin, de plusieurs d'entre eux. Il existe un mème de lui dans chaque rôle. Et tout le monde se moque de la façon que Trump n'arrête pas de lui confier des postes. 4 métiers. Oui, il y a 1 million de métiers. Et donc, chaque mème le montre dans une tenue ou un costume différent. Et maintenant, il est aussi, vous savez, l'ancien porte-parole, peu importe. Donc, ils ont fait une énorme affiche avec tous ces mèmes. C'est ça? Très amusant. Eh bien, on adore toujours quand Marco Rubio est un héros, parce qu'il le mérite vraiment. Et je pense, en fait, que ce sera une bonne chose pour lui, car d'ici la fin de cette année, je prédis que peut-être Cuba communiste, sera tombé. Et ce sera quelque chose dont il pourra se vanter. Il vient d'une famille cubaine. Beaucoup de Cubains sont profondément marqués par la manière dont le communisme a détruit le pays, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. J'espère qu'il pourra voir cela pour que ce cercle se referme pour lui. Et il est merveilleux. D'accord, merci Ruti. C'est un héros vraiment digne. Ce n'est pas la première fois. Et ce ne sera pas la dernière. Maintenant, je reste dans le domaine du sport. Oui, la personne la moins sportive ici reste dans le sport parce que je suis toujours très fière quand l'un de nos athlètes, nous sommes un petit pays, nous n'avons pas des budgets illimités pour entraîner nos athlètes. En fait, c'est parfois assez pathétique de voir à quel point nous n'investissons pas assez dans nos athlètes et nos musiciens. Mais il y a un merveilleux coureur israélo-éthiopien qui s'appelle Gashau Ayali, qui a remporté la médaille d'or au championnat d'Europe, au championnat d'athlétisme. Et il a gagné. Et il a dédié sa victoire à son pays parce qu'il est tellement patriote. Regardez ceci. Tout d'abord, je veux dire merci au peuple d'Israël de nous avoir donné le droit de vous représenter avec honneur et c'est un grand privilège pour nous. Personnellement, je suis très heureux d'avoir réussi à obtenir une autre médaille au championnat d'Europe. Je veux dédier ma médaille personnellement à tout le peuple d'Israël et je vous aime beaucoup. Et on se reverra l'année prochaine. Donc, vous savez, nous soutenons nos athlètes. Ils nous apportent énormément de respect dans le monde entier. Et ils font face à des difficultés vraiment importantes parce qu'il y a parfois des gens qui les huent quand ils arrivent. Et ils affrontent ce que personne d'autre n'affronte. C'est pareil pour nos chanteurs à l'Eurovision. C'est pareil pour nos athlètes partout dans le monde. Nous avons eu une championne de judo la semaine dernière, une jeune femme incroyable. Et aujourd'hui, je suis particulièrement fière que ce soit un Israélien d'origine éthiopienne. Pour nos communautés minoritaires en Israël, c'est une immense fierté. Gashau Ayali, tu es mon héros de la semaine. J'ai vu ça sur Instagram et j'étais aussi très fière. C'était vraiment agréable à voir. Il a gagné la médaille d'or. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Tu as gagné l'or. Bonjour. C'est très difficile d'y aller avec une foule hostile, dans une ambiance hostile. Et nous sommes un petit pays. En fait, j'encouragerais toutes ces personnes qui harcèlent n'importe quel juif dans le monde et n'importe quel Israélien en vacances. Je les encourage vraiment à aller harceler l'équipe israélienne de judo. Oui, surtout les femmes. On les voit. Prenez-vous-en à elles. Ces femmes qui s'en prennent. La prochaine fois que Youssef ira quelque part, on enverra les judokas pour faire du judo. Bonjour. Et avec les Italiens à New York, ce serait génial. Allons-y. Je suis là. Yeah. Oui. Nous pouvons vraiment rassembler une foule capable de rivaliser avec n'importe lequel de ces perdants aux cheveux bleus. Quoi qu'il en soit, nous avons apprécié tout analyser avec vous. Nous prions pour le calme. Nous prions pour que nos soldats blessés guérissent. Nous prions pour les familles qui ont perdu leurs enfants dans cette horrible guerre que nous n'avons pas commencée. Et nous espérons vous revoir la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir regardés.